Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe et Daphné. C'est l'heure de faire le bilan de mes lectures de novembre, mais aussi de mon Pumpkin Autumn Challenge et de Québec en novembre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, c'est l'heure des bilans. Bilan de toutes mes lectures du mois de novembre, mais aussi de mon Pumpkin Autumn Challenge parce que ça a pris fin à la fin novembre et aussi de Québec en novembre qui était au mois de novembre. Donc je pense que ça va être une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les timestamps, les minutes à laquelle je vais parler de quel livre, quel sujet. Je vais commencer par vous parler de mes lectures du mois de novembre, puis après ça, je vais faire le bilan de mes challenges. Alors, toutes les infos sont dans la barre d'infos. Tous les livres dont je parle vont aussi se retrouver dans la barre d'infos. Toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux est là aussi. Et pourquoi pas vous abonner, hein? Ça fait plaisir si jamais c'est pas encore fait. Donc, en novembre, j'ai lu 9 livres. Ben oui, je sais pas ce qui se passe avec moi. Ce qui m'amène à un total de 65 livres lus cette année. C'est genre 25 de plus que ce que j'avais prévu, là. Hein? C'est le même. Je suis impressionnée et j'en reviens pas tout à la fois, mais tant mieux. Et puis, j'ai commencé par lire Tu peux d'Élise Gravel, qui est un album jeunesse. C'était pour la catégorie TQ de Québec en novembre, où il fallait lire justement un livre jeunesse. C'est un album que j'ai vraiment aimé parce que, dans le fond, ça dit aux enfants qu'ils peuvent être tout ce qu'ils veulent être. Puis j'ai vraiment aimé que l'autrice mette l'emphase sur des espèces de stéréotypes qu'on a dans la société, là. Comme genre les filles sont calmes puis les garçons sont bruyants. Ben là, non, on avait une fille qui criait puis un garçon qui aimait lire, tu sais, tranquille. On avait aussi un petit garçon déguisé en princesse puis une petite fille déguisée en chevalier. Pour montrer justement vraiment aux enfants qu'ils peuvent être tout ce qu'ils veulent, qu'il faut pas se laisser arrêter par les barrières que notre société peut nous mettre. C'est vraiment excellent. C'est le genre d'album que moi je donnerais en cadeau à mes nièces ou à mon filleul pour les aider à avoir un esprit ouvert puis à grandir dans une société inclusive. Vraiment là, 5 belles étoiles. J'ai adoré ça. Ensuite de ça, j'ai lu le livre Grey Sister de Mark Lawrence, qui est le deuxième tome de Book of the Ancestors. C'est une trilogie, c'est de la fantasy. Ça a été publié en 2018 chez Ace et en français, ça a été publié sous le titre Sœur Grise chez Brajlon. C'est une lecture commune que j'ai faite avec Karine la bouquineuse. On a d'ailleurs fait une vidéo collaborative où on en parle en long et en large. Alors si ça vous tente d'aller voir ça, je vous mets le lien dans la barre d'infos et ici, là, quelque part, là. Je sais pas trop où, jamais, mais en tout cas. Puis je l'avais aussi mis dans ma pile du Pumpkin Autumn Challenge pour le menu l'automne des enchanteresses. Ouais, c'était ça. Les écailles de Mélusine, la catégorie, il fallait que ça soit comme féminisme, le thème, parce que dans cette histoire-là, les personnages sont presque uniquement féminins. Je pense qu'il y a genre 2 hommes qui sont un peu des figurants, là, si vous voulez. Fait que c'est vraiment des femmes de pouvoir dans cette série-là. Donc, de quoi ça parle? Ben, c'est un deuxième tome, alors je ne vais pas trop vous en dire parce que c'est difficile, là, je ne veux pas rien vous spoiler. Mais on va retrouver Nona Gray, qui est notre personnage principal. Nona, elle a 13 ou 14 ans dans ce tome-là. Elle doit vivre avec les événements qui se sont produits dans le premier tome à la fin, qui ont été assez un peu traumatisants, qui l'ont beaucoup affectée, qui l'ont beaucoup changée. Elle poursuit son apprentissage au couvent Sweet Mercy. Elle monte de niveau, dans le fond, elle change de classe, fait que là, il y a des nouveaux personnages qui arrivent, elle a une nouvelle rivale. Puis aussi, on apprend à connaître d'autres personnages qu'on avait un peu croisés dans le premier tome, dont l'abbesse du couvent, puis une des sœurs, qui est la sœur Kettle. On va aussi sortir du couvent dans ce deuxième tome-là. On va apprendre à mieux connaître le monde, on va aller se promener, voir ce qui se passe ailleurs. Il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'aventures, de péripéties, des moments où tu te dis « My God, mais ils s'en sortiront jamais ». Et j'ai beaucoup aimé ça, j'ai donné 4 étoiles. Je trouve que le monde est très complexe, c'est très bien construit. Je trouve ça super intéressant de voir comment l'auteur, qui est un homme, arrive à faire des personnages féminins aussi vrais. Je vais avouer que j'ai eu un petit peu de misère à me replonger dedans. Ça faisait un peu plus que 2 ans que j'avais lu le premier tome, puis
c'est pas une histoire qui est super simple, puis il faut quand même être concentré pour la lire, puis il y avait des affaires dont je me souvenais pas. Heureusement, l'auteur a mis au début du livre 2-3 pages, là, où il rappelle qu'est-ce qui s'est passé dans le premier tome. Mais je vous dirais qu'à peu près vers le milieu, l'histoire m'a vraiment happée, là, mais complètement, là, puis là, j'étais prise dedans, puis je voulais savoir qu'est-ce qui allait arriver, là, c'était vraiment beaucoup d'action. Il y a des revirements de situation, des manigances, des magouilles politiques, puis j'ai vraiment aimé que l'histoire grandisse sans tout le temps focusser sur Nona, qu'on apprenne à connaître d'autres personnages, ça, j'ai vraiment trouvé ça super bien. Donc, une très bonne lecture de fantasy et je prévois lire le 3e et dernier tome très bientôt. Ensuite de ça, j'ai lu Les Petites Choses d'Anna Roy. Ce livre-là, je l'avais mis sur ma pile de Québec en novembre pour la catégorie On jase de toi, un livre publié en 2020, mais clairement, j'étais dans les patates, là. Sérieusement, quand j'ai fait ma pile de Québec en novembre, je sais pas qu'est-ce qui se passait dans ma tête, là, mais j'ai fait tellement de gaffes, de niaiseries, de liens qui n'avaient pas lieu d'être. Mais ça a été publié en 2016 chez Mécanique Générale, Les Petites Choses. Puis j'ai décidé de le mettre dans la catégorie J'aurais voulu être un artiste qui parle d'art parce que ben, c'était des dessins. Fait que je me suis dit que ça marchait. J'ai adoré ce tout petit livre-là. 5 étoiles, vraiment. C'était plein de petits dessins de la vie quotidienne, des petits bonheurs qui nous semblent parfois anodins, mais qui font tellement, mais tellement de bien. Ceux qui suivent mon bullet journal, vous savez que je suis du genre à faire ma gratitude quotidienne là, pour nommer 2 choses au moins par jour pour lesquelles je dis merci à la vie. J'ai aussi un cahier j'aime que j'appelle où je note tous les trucs que j'aime. Ça peut être aussi banal que genre de dormir dans des draps propres, que de recevoir un câlin, qu'une personne dans ma vie qui est importante. Puis ce livre-là, Les Petites Choses, m'a fait penser à ça. Ça se lit tout seul, c'est vraiment pas long. Une demi-heure, c'est fini. Ça amène un beau gros sourire, une belle grosse dose de doudou. Ça fait du bien, surtout en ce moment. Ensuite, j'ai lu la BD Paul à Québec de Michel Rabagliati. Je l'avais mis dans ma pile de Québec en novembre pour la catégorie Nos joies répétitives, donc une série, parce que ben, des Paul, il y en a plusieurs, puis j'ai commencé à les lire cette année, puis là, ben, je fais tranquillement mon chemin là-dedans, puis je les aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, celui-là m'a vraiment beaucoup plu, beaucoup touché. Dans ce volume-là, c'est beaucoup axé sur la famille. Paul parle beaucoup des souvenirs de jeunesse, mais plutôt du côté de sa femme cette fois-ci. Ça va aussi traiter de la mort de son beau-père qui s'appelle Raymond. C'est beau, c'est touchant, c'est émouvant, j'ai pleuré. Mais j'ai aussi ri. Parce qu'il y avait des scènes, des fois, de party de famille, puis j'étais comme, my God, mais il est venu chez nous, là. C'est sûr qu'il est venu chez nous. C'était comme pareil. Ça rappelle plein d'affaires que bien des gens ont vécu, tu sais, ou comme l'achat de la première maison que Paul et sa femme font, ben moi, ça m'a beaucoup rappelé qu'à nous, on a acheté notre maison, puis là, tu te rends compte de plein d'affaires, puis là, tu te remets en question. Ça m'a aussi rappelé ou fait penser au fait que tout le monde vieillit, mes parents vieillissent aussi, puis j'ai pas envie de passer par là. Je veux même pas penser à la mort des gens que j'aime. Ma grand-mère qui est encore en vie et qui était super en forme à 93 ans, puis que je veux qu'elle vive jusqu'à genre 113 ans parce que je peux pas comme penser qu'un jour elle sera plus là, puis encore moins mes parents. Fait que là, tu sais, je me projetais. Fait que là, j'étais triste pour Paul puis sa famille, puis j'étais triste pour moi, pour dans le futur. Puis en tout cas, ça m'a beaucoup plu, beaucoup ému. C'est très bon. Allez lire ça. Ensuite de ça, j'ai lu un livre dont je vous ai probablement parlé des dizaines de fois depuis le mois d'avril. Il s'agit de Blunt, les 13 derniers jours de Jean-Jacques Pelletier. Je l'ai mis sur plusieurs pales. Je l'ai mis sur ma palle de Mets du bleu sur ta palle de Maps. Je l'ai aussi mis sur ma palle de Québec en novembre pour un classique québécois parce que ça a été publié avant 2000. Je l'ai aussi mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge parce que c'est comme un trailer policier, genre. Ça a été publié d'ailleurs en 1997 chez À lire, puis c'était une recommandation de ma mère parce que elle, c'est un auteur qu'elle aime beaucoup, Jean-Jacques Pelletier, puis elle m'a recommandé de commencer par lui parce que c'est comme un stand-alone. Donc c'est un roman qui nous ramène vraiment il y a comme plusieurs années, là, genre 25-30 ans. Ça commence en 1986. On voit l'agent Nicholas Strain, qui est un agent genre secret d'un institut américain qui est comme super comme secret, je sais pas quel autre mot dire, mais genre plus secret que la CIA puis le FBI, là, genre personne ne sait. C'est comme eux autres qui règlent tous les problèmes dans la vie. Puis là, lui, il assiste en tant qu'interprète à ce qui s'appelle les accords de Venise entre les États-Unis et l'URSS, parce que oui, en 86, nous sommes encore en période de guerre froide. Puis là, vu qu'il assiste à ça, ben il sait qu'il va être éliminé parce qu'il en sait trop.
Puis finalement, il réussit à se sauver puis à se créer une nouvelle identité qui s'appelle Horace Blunt, puis il se cache pendant des années au Québec. Finalement, l'histoire reprend en 1995 alors qu'il est retrouvé par les gens de l'Institut, mais là, au lieu de l'éliminer comme c'était prévu, ils ont besoin de lui parce qu'il commence à y avoir des attentats qui arrivent à Montréal. On sait pas trop ce qui se passe. Il y a des gens qui deviennent un peu fous, qui attaquent d'autres gens. Il y a comme pas de raison. Après ça, ils se rappellent pas de pourquoi ils ont fait ça. Puis là, ils ont comme besoin de Blunt pour essayer de trouver ce qui se passe et arrêter la personne responsable de tout ça. Puis en même temps, Blunt, il va comme s'en servir pour prouver sa valeur puis dire « Hey, tuez-moi pas, je suis capable de régler des problèmes comme ça immenses. » Puis j'ai beaucoup aimé ça, j'ai donné 4 étoiles. C'est vrai que c'était quand même une histoire assez complexe, il y avait beaucoup de personnages. Il y avait des ramifications politiques, encore une fois, de la stratégie, de la magouille, des manigances. Des gens qui se font manipuler, qui pensent que c'est eux qui manipulent les gens. Puis là, c'est comme genre Inception. On sait jamais trop à qui se fier. Tout le long, il y a des parallèles avec un genre de jeu de stratégie qui s'appelle le Go, qui rappelle un peu les échecs, mais pas tout à fait. Puis ça rappelle vraiment l'époque, là. Tu sais, je veux dire, on parle du président américain qui joue du saxophone, c'est Bill Clinton, sans jamais le nommer, mais c'est lui. On parle aussi, genre, à mot couvert de Gorbatchev, qui était avec la toute nouvelle Russie, parce que l'URSS en 95 était plus là, mais la Russie était comme nouvelle. Ben, pas nouvelle, mais en tout cas, elle était redevenue la Russie au lieu de l'URSS depuis peu. Il y a pas de cellulaire là-dedans, mais il y a les débuts d'Internet, genre il reçoit des courriels, puis là, tout le monde est comme « Waouh, technologie! » Puis c'est vraiment prenant à partir de la moitié du roman. Là j'étais vraiment encore une fois pris dedans, puis je voulais savoir qu'est-ce qui allait arriver. J'étais quand même assez satisfaite par la fin. Ça m'a donné le goût de lire d'autres choses de cet auteur-là. C'est sûr que je vais en lire d'autres. Ensuite de ça, j'ai lu la pièce de théâtre Saint-André de l'épouvante de Samuel Archibald. Ça a été publié en 2016 chez Le Cartanier et je l'avais mis dans ma pile du Pumpkin Autumn Challenge pour la catégorie Sarah Bernard Monstre Sacré. Et aussi dans ma pile de Québec en novembre pour la catégorie Dans la nuit qui tombe, qui devait parler genre de horreur, roman noir. Puis là, je me disais, bon, ça doit, avec un titre de même, Saint-André de l'épouvante, hein? Ça doit fitter. Puis effectivement, ça fitait. Cette pièce de théâtre-là se passe, c'est comme un huis clos, là, ça se passe tout dans un petit bar qui s'appelle Le Cristal à Saint-André, une petite ville du Lac-Saint-Jean, pendant un orage. On va avoir quelques personnages, donc il y a Loulou, la barmaid, il y a Mario, Reynald, qui est comme le fou du village, genre un homme, on sait pas trop son âge, genre entre 20 puis 45, je dirais. Il y a Martial, le policier de la place, puis il y a un étranger de la ville qui arrive là, personne ne le connaît. Là, ils veulent passer le temps parce que c'est l'orage, c'est la tempête, ils peuvent pas sortir. Fait qu'ils se racontent des histoires un peu épeurantes ou bizarres ou weird, un peu d'horreur noire qui se sont passées dans les alentours au fil des dernières années. Il y en a qui c'est comme des légendes, ils savent pas trop c'est quoi, mais ils se remémorent tout ça. À travers tout ça, on sent que Reynald, il a l'air comme pas dans son assiette. Loulou, elle le regarde, elle s'inquiète, elle dit c'est bizarre qu'il soit ici alors que ses parents sont pas là. Où sont-ils? Puis, je peux pas vraiment vous en dire plus parce qu'il y a vraiment une fin troublante, un peu intense. Je sais pas qu'est-ce que ça donnait sur scène, mais ça devait vraiment donner un choc parce qu'en lisant, moi j'ai fait comme « Hi, ok! C'est intense! » Je pense qu'en le voyant jouer, ça doit être encore pire. Mais c'était pas mauvais, là. C'était bien. J'ai donné 3 étoiles. J'ai aimé l'ambiance pesante qu'il y avait tout le long. Puis moi, je suis toujours fan des dénouements surprenants au niveau du théâtre, fait que j'étais preneuse. Ensuite, j'ai lu Distorsion, 13 histoires étranges de l'ère numérique d'Émile Gauthier et de Sébastien Lévesque. Ça a été publié en 2019 aux éditions de l'Homme. Je l'avais mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge pour la couverture noire, Les supplices de la belladone. Et puis, pour ma pile de Québec en novembre, je l'avais mis pour Outre-mer, là, Place de la République, un livre qui a été publié à l'extérieur du Québec, genre en Europe, parce que je sais que Distorsion est populaire en France, puis que ça a été publié. En fait, que ce livre-là est disponible pour les Français, les Belges, les Suisses et les francophones d'ailleurs au monde. Fait que le titre dit pas mal ce que c'est, hein? 13 histoires étranges de l'ère numérique. Alors, il y a 13 histoires, toujours un peu en lien avec la technologie. On parle de disparition, de meurtre, de creepypasta.
La moitié des histoires avaient déjà été traitées dans leur balado, dont je suis une très grande fan. Fait que c'était pas du nouveau, mais ils ont rajouté des petits éléments, ils ont fait des mises à jour. Fait que c'était quand même intéressant à lire. Puis l'autre moitié, ce sont des nouvelles histoires dont j'avais jamais entendu parler. Ce qui est chouette, c'est que vu que je les écoute en balado, ben j'entendais leur voix pendant qu'ils parlaient. C'était comme s'ils me faisaient ma narration avec leur voix. Là. Je suis comme, ah, ça c'est Sébastien, ah, ça c'est Émile, ok, êtes-vous prêts? Oui, monsieur! En tout cas, je trouvais ça vraiment le fun. Si vous êtes abonné à leur podcast, ben je pense que c'est exactement le genre de truc que vous allez aimer lire. Ou si vous êtes des fans de True Crime ou de Cold Case, des mystères non résolus un peu, c'est aussi quelque chose qui va vous plaire. Comme d'habitude, c'est super bien recherché. Puis là, dans ce livre-là, ils ont fait une collaboration avec Ron pour faire des illustrations. Puis franchement, je trouve que ça ajoute vraiment. Ce sont vraiment belles les illustrations de Ron. J'ai trouvé que ça rendait le tout un peu plus... je sais pas, c'était chouette à lire, là, genre mi-comique, mi-livre. C'est un bel ajout. Puis, ce que j'ai vraiment aimé, c'est la petite mini-disto, parce qu'ils font aussi dans leur balado des émissions genre mini-disto, là, comme 15 minutes. Puis, il y en a une dans le livre. Elle est ici, elle est comme en page pliée, puis là, il faut l'ouvrir de même. Ça, j'aime ça. J'aime ça quand les livres sont interactifs, c'est le fun. J'ai donné 4 étoiles parce que je suis vraiment fan de ce qu'ils font. Puis, si vous êtes fan déjà d'eux, c'est sûr que vous allez aimer. Puis, sinon, ben, allez les découvrir! Ensuite, j'ai lu Les Deuxièmes de Sviane, qui est une BD. Ça a été publié en 2013 aux éditions Pow Pow, puis je l'avais mis dans ma palle de Québec en novembre. La catégorie Tu m'aimes-tu, qui devait parler d'amour, parce que, ben, c'est un couple. Ah oui! Mais là, ce que je savais pas, c'est que c'est un couple d'amants qui sont dans un chalet, quelque part. C'est pas au Québec. C'est genre en Europe, mais c'est pas chez lui, c'est pas chez elle, c'est un ami qui leur a prêté l'endroit. Ce sont aussi des musiciens, ce sont des pianistes. Là, cette journée-là, il pleut, puis comment vont-ils passer le temps? Fait qu'on voit comme toute leur journée, comment ils passent le temps. Puis là, je dois vous dire que c'est pour un public averti parce que à partir de la moitié de la BD, ça devient genre une BD érotique. Puis on traite aussi d'un sujet délicat, l'infidélité, donc c'est peut-être pas pour tout le monde. Moi, j'ai bien aimé, j'ai donné 3 étoiles. En fait, Viviane, elle a eu une idée super intéressante de mêler la musique, les partitions de musique et le corps humain. Fait que là, dans le fond, au début du livre, il y a comme un genre de tableau, là, comme ça, là, où elle associe diverses parties du corps à des symboles, et diverses actions aussi à des symboles. Puis là, plus tard, dans la BD, on a une partition, comme ça, qui est avec les symboles qui sont reliés. Fait que là, toi, tu mets ta main sur son épaule, puis là, tu prends ton autre main, puis là, tu lui tires les cheveux, puis là, tu lui donnes un bec. Tout ça, c'est écrit comme sur une partition. C'était pas évident à lire, honnêtement, mais ça m'a beaucoup amusé. Je trouve ça super original. Puis en même temps, l'histoire en tout m'a rendu un peu confuse et triste. Fait que tu sais, c'était pas comme un wow, mais c'était pas non plus une mauvaise lecture. Fait que c'est pour ça que j'ai mis 3 étoiles, là, tu sais, c'était bien. Il faut dire que j'aime beaucoup les dessins de Diane. Je trouve que je sais pas pourquoi, mais j'aime la façon dont elle fait ses bonhommes, là. Puis c'est en noir et blanc et gris, puis j'ai trouvé ça super bien. Donc voilà. Et le dernier livre que j'ai lu pour mon mois de novembre, c'est Coucoum de Michel Jean, dont vous avez sûrement entendu parler maintes et maintes fois maintenant. Puis là, je dois dire que j'ai adoré ça! My God, que c'était bon! Sérieusement, je pense que c'est mon coup de cœur du mois, mais plus que ça, là, genre un coup de cœur quasiment de l'année. Honnêtement, là, j'ai... C'est le genre de livre qui va rester avec moi pendant longtemps. Ça a été publié en 2019 chez Libre Expression et je l'avais mis dans ma pile de Québec en novembre pour la catégorie arnaque où il fallait lire un auteur autochtone. Puis dans ce roman-là, on va suivre Valmanda, qui est une jeune fille blanche qui va tomber amoureuse d'un Ninou qui s'appelle Thomas. Ils sont quand même assez jeunes, mais ils vont se marier, puis elle va partir vivre avec lui, puis apprendre à vivre à la façon du clan de Thomas, donc en harmonie avec la nature et les saisons. Jusqu'à ce que le progrès fasse son apparition et les force à changer leur vie, mais du tout au tout. Fait que, tu sais, je sais pas exactement c'est quoi les dates, là, mais je sais que Almanda, c'est l'arrière-grand-mère de l'auteur. Je crois que, tu sais,
si on chie à ça, ça devait être comme ça a commencé, mettons, un peu avant le 20e siècle, l'histoire, puis ça se poursuit jusque dans les années 1950, où ça se finit à peu près. Fait qu'on voit vraiment, vraiment beaucoup de changements à travers ce siècle-là. Ça m'a rendue vraiment, vraiment émotive. Je pense que tous les Québécois, mais en fait, je pense que toute la planète entière devrait lire Coucoum. Ça devrait être une lecture obligatoire au secondaire parce que je pense que c'est la première fois qu'on m'expliquait aussi bien ce qui s'est passé pour les peuples autochtones, puis que je le comprenais vraiment. On se dit souvent, c'est loin, ça fait longtemps, ça devient abstrait. Puis tu sais, moi je suis pas autochtone, fait que je l'ai pas vécu. C'est encore plus abstrait pour moi. Puis là, je me suis vraiment sentie interpellée parce que, je me suis attachée au personnage d'Almanda, puis j'ai aimé voir les choses selon son point de vue. J'ai vu comment le peuple Innu a pu vivre tous ces changements-là, les conséquences que ça a eu. Je l'ai ressenti comme jamais. Puis pour ça, il faut que je dise merci à Michel Jean. Pour vrai, là, juste wow. En plus, il y a une super belle plume. J'ai trouvé ça parfait. J'avais l'impression d'être dans la forêt, sur la rivière, avec Manda et Thomas. Ah, je me sentais comme bercée. Puis après ça, il y a des affaires plus dures qui arrivent. Puis quand même, tu sais, mon Dieu, c'était comme... C'était poignant puis c'était puissant. Je sais pas quoi dire d'autre. C'était tellement bon. Si là, je pouvais mettre plus que 5 étoiles, je le ferais. C'est vraiment bon. Allez lire Coucoum, puis faites-le lire à tout le monde. Pour vrai, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors là, c'est le temps de faire mon bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge complet. Je vais prendre mon bullet journal. Alors, pour mon Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu 17 livres. Donc, je valide l'option 2 qui s'appelle avoir les crocs, où on validait, où on lisait dans le fond 2 catégories par menu. Mais en fait, moi, j'ai lu 3 catégories par menu. Mais il n'y avait comme pas d'option de 3 catégories par menu. C'était soit genre 1, 2 ou toutes. Fait que c'est la deuxième que je valide. Pour le menu 1, Automne frissonnant, à la catégorie Je suis Médée, vieux crocodile, j'ai lu Blunt les 13 derniers jours. Pour les chimères de la Sylve rouge, j'avais mis Les cousines vampires, je ne l'ai pas lu. En fait, je l'ai commandé 2 fois à la bibliothèque en prêt interbibliothèque, puis il n'est jamais arrivé. Fait que je l'ai pas lu celui-là. Les supplices de la Belladone, j'ai lu Distorsion. Et pour la catégorie Esprit et Tula, qui parlait de fantômes, j'ai lu une série au complet de Mediator de Meg Cabot / Jenny Carroll. Donc il y avait 6 livres dans cette catégorie-là. C'était pas ça le but. Le but c'était d'en lire juste un, mais finalement j'ai les toutes lues. Parce que j'étais pris dedans. C'est mon sac de chips, si vous vous rappelez bien. Pour le menu 2, Douceur de vivre, pour Il fait un temps épouvantail, j'ai lu Automne rouge. Ensuite, pour Siroter un chocolat chaud sous les saules, j'ai lu Full House. Pour la catégorie Fais finir ton assiette, sinon pas de piécette, je devais lire La voix des pierres d'Elisabeth Von Arbour, mais ce n'est pas fait. Mais non, pas fait ça, moi. C'est vraiment une grosse brique. Ça m'intimide. Et pour Window to the Past, j'ai lu Hex Hall. Et pour le menu 3, Automne des Enchantresses, pour la catégorie Les Rêves d'horreur, j'ai lu Heartstopper Volume 1. Ah, que c'était bon d'ailleurs. Sarah Bernard, Monstre Sacré, je viens de vous le dire, j'ai lu Sainte-Entrée de l'Épouvante. Pour Les Écailles de Mélusine, c'était Grey Sister. Et pour Nausicaa de la Vallée du Vent, j'ai lu la série Chronicles of the One de Nora Roberts. Il y avait 3 livres. Year 1 of Blood and Bone and the Rise of Magics. Alors, 17 livres en tout sur... Normalement, il aurait dû en avoir 12. J'ai quand même vraiment dépassé le 12 livres. Et il y a juste 2 sous-catégories que j'ai pas réussi à faire. Fait que vraiment, là, je me dis pour un premier Pumpkin Autumn Challenge, c'est réussi! Je suis quand même assez fière et surprise. Mais fière. Et maintenant, pour mon bilan de Québec en novembre, il y avait 15 catégories. J'avais mis un livre par catégorie, mais en fait, j'en ai lu 10 sur les 15. C'est quand même pas mal. Ça me donne 66%. Alors, la note de passage, bravo moi. Pour la catégorie On jase de toi, j'ai pas rien lu qui est sorti en 2020 pendant le mois de novembre. J'ai pas eu cela. Ensuite de ça, pour la catégorie L'Amérique pleure, j'ai lu La grosse LED. Pour Grand Champion, je devais lire Les cousines vampires, mais encore une fois, il est vraiment arrivé, fait que je ne l'ai pas lu. La catégorie 4, Arnaque, j'ai lu Coucoum. La catégorie 5, Tu m'aimes-tu, j'ai lu les deuxièmes. Pour la catégorie 6, Martin de la Chasse-Galerie, j'avais mis La voix des pierres, puis encore une fois, c'est pas arrivé.
Pour la catégorie 7, fracture du crâne, j'avais mis J'aime les filles, ça non plus, je l'ai pas lu. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'était un petit peu trop, là. J'avais ambitionné. Pour la catégorie 8, plus tôt, j'ai lu Blunt, les 13 derniers jours. Pour la catégorie 9, Place de la République, Distorsion, comme je l'ai dit tantôt. Pour Nos joies répétitives, la catégorie 10, j'ai lu Paul à Québec. Pour J'aurais voulu être un artiste, j'ai lu Les petites choses d'Anna Roy. Pour la catégorie 12, Dans la nuit qui tombe, un roman noir, je vous l'ai dit encore une fois, Saint-André de l'Épouvante. Catégorie 13, TQ, j'ai lu Tu peux. Et pour la catégorie 14, Balade à Toronto, je devais lire Scott Pilgrim, mais c'est pas encore fait, mais je pense que je vais quand même le lire éventuellement parce que ça me tente bien. Et pour la catégorie N'importe quoi, j'avais mis Automne rouge et je l'ai lu au mois d'octobre et je vous en ai parlé dans mon dernier bilan. Donc voilà, c'est ce qui me fait à cette vidéo bilan comme interminable. Je suis désolée. J'espère que vous avez écouté jusqu'au bout, puis sinon, ben c'est pas grave, je vous aime quand même. Donc, sur ce, venez me dire dans les commentaires ce que vous avez lu en novembre. Avez-vous réussi votre Pumpkin Autumn Challenge? Avez-vous réussi votre défi Québec en novembre? De mon côté, j'ai déjà annoncé que je participe au Cold Winter Challenge pour les prochains mois. Puis j'ai aussi jusqu'au 21 décembre pour ma participation au Challenge Cocooning automnal. Donc, je vais vous reparler de tout ça bientôt. En attendant, toutes les informations sur les livres dont j'ai parlé se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!